santé mondiale et développement international. Benjamin Joshua, gérant de programme Medical Assist International. Et Erin Sharkey, coordinatrice de programme pour Assist International. Avant de commencer, je vais revoir plusieurs points de conduite de ECHO. ECHO est basé sur une fondation d'amour et de respect, Répondez gentiment si vous êtes en désaccord plutôt que réagir. Nous devons maintenir ECHO comme un endroit sûr. Testez votre équipement. Vous devez positionner votre webcam efficacement pour que vous ayez un accès visuel sur le groupe. Nous utilisons la fonction chat pour les questions et réponses. Vous verrez un chat box en bas de page. Veuillez envoyer toutes vos questions de cette manière et présentez-vous. L'interprétation, vous trouverez en bas de votre écran, vous verrez un bouton interprétation. Nous avons 3 langues disponibles aujourd'hui pour vous. Français, choisissez le bouton français. Pour Amharic, choisissez allemand, German. Et pour Swahili, veuillez choisir le bouton espagnol. Nous sommes désolés, Zoom ne nous permet pas encore d'inclure Swahili ou Amharic comme lien direct. Si vous avez des problèmes de technologie, envoyez un message via chat à echoassistinternational.org. Nous essaierons de vous aider. Et rappelez-vous qu'il y a des questions de prévention de l'infection limitées, le nombre de personnes qui pourraient être ensemble dans une salle pour cette séance. Et veuillez aussi mettre en pratique les principes de distance physique. C'est le temps de Benjamin Joshua, s'il vous plaît, de commencer avec cette présentation. Merci Monica. Je vais prendre quelques minutes pour que la présentation soit visible. J'espère que vous pouvez avoir accès à cet écran. Avant de commencer aujourd'hui, je voudrais préciser sur ce que nous allons nous concentrer. Nous savons que la thérapie de l'oxygène a beaucoup de systèmes et de machines et de technologies. Nous avons des respirateurs, nous avons des concentrateurs d'oxygène, nous avons des cylindres d'oxygène et d'autres machines qui sont absolument essentielles pour qu'un patient puisse recevoir de l'oxygène. Sur base de nos expériences dans des pays à bas revenus, la présentation aujourd'hui se concentrera sur 2 des problèmes à l'heure d'administrer de l'oxygène qui se présente dans des pays à bas revenus. Commençons avec le concentrateur d'oxygène pour passer ensuite au cylindre. Nous aimerions également dire comment nous avons vu les gens manipuler et gérer ces machines et sur ce que nous avons pu observer. Nous aimerions donner quelques conseils que vous pourriez peut-être utiliser pour que l'oxygène soit administré correctement. Si vous êtes intéressé dans d'autres machines, des oxymètres de pouls, des respirateurs, ventilateurs, nous avons déjà eu des séances antérieures sur ce sujet et vous pouvez y avoir accès si vous le souhaitez. Ceci dit, je vais présenter mon ami Dr. Joshua d'Éthiopie, qui est président du département biomédical. Et voilà, la parole est à toi. Et merci à tout le monde. Je m'appelle Marshall. Je suis d'Éthiopie, comme Benjamin vient de dire. De ce point de vue, je vais vous donner une idée du concentrateur d'oxygène basé sur cette présentation. Et je vais passer la parole à Benjamin pour que vous puissiez voir les points les plus importants en tant que personnel du clinique ou utilisateur. Pour commencer, le concentrateur, c'est quoi? C'est une machine qui permet de donner de l'oxygène à ceux qui en ont besoin. Il s'agit d'un patient ou de quelqu'un qui a simplement besoin d'oxygène. Si quelqu'un a besoin d'oxygène, car il a une condition, il ou elle a une condition qui
a comme conséquence un niveau réduit d'oxygène dans le sang. Dans ce cas-là, il est nécessaire d'avoir de l'oxygène purifié à 93, 94, 95%. Le concentrateur d'oxygène donne la possibilité d'oxygène à quelqu'un qui aurait besoin de cet oxygène. Comme le nom le dit, le concentrateur d'oxygène concentre effectivement de l'oxygène de l'air ambiante. Et cela veut dire que on est à 78% de notre nitrogène et 21% d'oxygène et 1% d'autres gaz. Qu'est-ce que fait le concentrateur? Il prend l'air de l'environnement et sépare l'oxygène de principalement le nitrogène. Et ça donne de l'oxygène à concentration médicale, 93% ou plus. Bien sûr, il y a une technologie impliquée avec un gaz mélangé. C'est un système de pression d'absorption dont je parlais tout à l'heure. Pour plus de détails sur cela, mais le concentrateur d'oxygène est une machine électrique très portable. Elle peut être passée d'une salle à une autre. Et il s'agit donc de quelque chose qui est assez habituel et préféré comme solution à l'heure de l'administration d'oxygène dans beaucoup de pays. Alors, comment est-ce qu'un concentrateur d'oxygène fonctionne? Eh bien, en général, ça prend l'air de l'environnement, qui est à 78% nitrogène et 21% oxygène, plus ou moins. Ceci prend l'air qui passe par un filtre et à ce moment-là, c'est fait avec une succion d'air comprimé avec un échange de chaleur pour refroidir cet air. Cette pression atmosphérique est donc prise à l'intérieur avec le PSI et c'est chauffé à 50 PSI. Ceci nous amène aux deux cylindres que vous pouvez observer ici, qui sont rouges vers le haut. Ceci est ce qui s'appelle un lit. Lorsque de l'air comprimé à haute chaleur passe, le matériel adhère ou absorbe le nitrogène et permet que l'oxygène continue son chemin. Ce qui veut dire que vers le bas, nous avons de l'air, de l'oxygène purifié. Ensuite, l'absorption d'oxygène lorsque nous enlevons la pression du haut, lorsqu'on dépressurise les cylindres, le nitrogène absorbé sera expulsé. Donc, nous aurons une pressurisation pour avoir de l'oxygène qui soit produit. C'est un processus cyclique, comme vous pouvez l'observer, où il y a une pressurisation pour un cylindre et l'autre cylindre est dépressurisé, de manière à ce que le flux d'oxygène soit continu. L'oxygène qui sort et qui est produit par ces deux cylindres est connecté au tank à oxygène, avec le cylindre que vous avez ici. C'est comme le remplissement d'un cylindre d'un point de vue commercial, si vous voulez. Et ensuite, ceci est connecté à un régulateur, avec un régulateur qui est connecté au cylindre. Et ensuite, nous avons une mesure de flux pour voir quel est le flux d'oxygène, 5 litres par minute, 3 litres par minute en fonction de la prescription.
Et ceci est connecté au patient. Ça peut être nasal, masque facial. Je pense que c'est quelque chose dont vous avez parlé déjà. Voici comment un concentrateur d'oxygène fonctionne. Et toutes ces choses sont bien sûr gérées et manipulées par des processeurs. Et il y a besoin de manipulation et de manutention de cet appareil. Comme vous pouvez l'observer ici, sur cette image, avec ce processus, il y a des tas de choses qui peuvent ne pas fonctionner correctement. Par exemple, le filtre extérieur pourrait être bloqué et l'air ne rentrerait pas. Et ensuite, bien sûr, ça cause un mauvais fonctionnement et le déclenchement d'alarme ou alors le cylindre pourrait être bloqué et des alarmes se mettront en marche et vous en entendrez parler de la part de mon confrère dans quelques instants. Comme clinicien, comme utilisateur, il est important de savoir quelles sont les spécificités de ce concentrateur d'oxygène. C'est très important. Et si on n'a pas le bon concentrateur, bien sûr, on se trompe. Ce qui est important, tout d'abord, c'est que c'est portable, avec 4 roues, avec des freins, de manière à ce qu'on puisse l'immobiliser quand il est en usage. Et le flux devrait être continu et le niveau de pureté devrait être de l'ordre de 93%, plus ou moins, ce qui représente 90 à 96 en réalité. D'accord? Alors, la pression doit être plus près de la pression atmosphérique, qui est de 6 à 10 PSI. Et le bruit de l'air qui est passé ne devrait pas être trop gênant. Ça devait être de l'ordre de moins de 55 décibels. Aussi, il faut que le concentrateur d'oxygène commence avec le filtre qui est à l'extérieur pour aller jusqu'au filtre de bactéries. C'est ça qui est important à mentionner et c'est tout à fait nécessaire avec des alarmes qui disent concentration d'oxygène imparfaite à cause de matériel qui peut changer ou modifier la concentration d'oxygène qui se voit réduite. Il faudrait donc pouvoir avoir du feedback et des alarmes. Et également, ça doit être une alarme haute pression, basse pression ou problème d'alimentation. Mon ami et collègue va passer revue de cet aspect des alarmes. Très important aussi, c'est très important de tenir compte qu'il y a un défi important avec la concentration de bioxygène qui peut fonctionner pendant quelques minutes et ensuite on se retrouve avec des accessoires qui ne sont pas disponibles. Il faut avoir des pièces de rechange qui sont disponibles en cas de problème. Sur ce, je vais passer la parole à Benjin pour qu'il analyse les alarmes les plus importantes. Merci. Merci, Mash. Alors, comme utilisateur, vous allez peut-être vous poser la question sur l'information que Maz a présentée en rapport avec la pression, la pureté de l'oxygène que la machine met au bout du processus. Et si vous ne pouvez peut-être pas entrer en profondeur sur des questions de réparation, on voudrait cependant parler de quelques responsabilités clés et que vous pourriez peut-être utiliser dans votre pratique alors que vous utilisez le concentrateur d'oxygène. Nous avons différents modules
qui vont en profondeur sur la maintenance et la réparation des concentrateurs d'oxygène. Si vous avez des ingénieurs biomédicaux qui sont dans votre centre ou qui travaillent dans votre district ou même dans votre région, s'il vous plaît, renvoyez-les sur nos ressources. Nous sommes heureux de pouvoir informer. Nous avons des enregistrements pour qu'ils puissent comprendre comment mener à bien une réparation d'un concentrateur d'oxygène. Ceci dit, il y a quelques alarmes qui sont fondamentales. Les alarmes auditives sont 3 lorsqu'il s'agit des concentrateurs d'oxygène. La première est un petit bip qui est suivi d'une pause prolongée. Et vous allez entendre cela de manière continue. Vous allez entendre le bruit, le bip, et puis un silence et de nouveau le bip. Avec ce type d'alarme, vous allez devoir regarder plusieurs choses principales. Il se peut que le concentrateur ne marche pas, même lorsque l'on prend la peine de mettre en route le concentrateur. À ce moment-là, vous devez regarder si le câble d'alimentation est bien connecté, bien branché dans la prise. Et s'il n'y a pas de concentrateur qui se met en marche, regardez si le bouton de l'alimentation est bien connecté. Sinon, vous avez également peut-être un problème dans votre circuit d'alimentation. Peut-être que les fusibles ont sauté ou que le système électrique n'est pas branché. Si c'est le cas, ou pas, veuillez brancher votre appareil dans une autre prise de manière à voir si c'est un problème d'une prise spécifique ou pas. Si vous avez un problème avec le concentrateur lui-même, et c'est typiquement quelque chose qu'on verrait avec le compresseur, et ici, généralement, la question est que l'appareil fonctionne pendant trop longtemps et est en surchauffe et a besoin de passer par une phase de refroidissement avant de pouvoir continuer à marcher. Et si vous avez une équipe qui peut débrancher et démonter le concentrateur, il pourrait peut-être déterminer pourquoi il y a une surchauffe qui est causée par le concentrateur d'oxygène. Donc, le câble d'alimentation, si ça va et qu'il y a de l'électricité à la prise dans le socket, veuillez s'il vous plaît laisser la machine se refroidir. C'est peut-être ce dont elle a besoin. Le deuxième type d'alarme que l'on puisse entendre dans l'utilisation des concentrateurs d'oxygène, c'est un bip continu. C'est peut-être un des bruits les plus ennuyeux que vous allez connaître de votre existence. Ça restera branché pendant un moment et le bip continue. Et lorsque l'on essaie de réinitialiser la machine, elle ne marchera pas. Quelles sont les causes principales de ceci? Ça peut être la machine qui est en surchauffe. Ça peut être à cause du manque d'alimentation électrique et ça peut être également dû à d'autres réparations internes qui sont nécessaires. Lorsque l'on part d'une surchauffe à l'alimentation, on peut nettoyer les filtres. Si on peut revenir aux diapositives, les filtres de cabine sont exactement où l'air entre dans l'unité elle-même. Il est facile, en fait, de bouger le filtre pour le nettoyer. C'est un filtre qui est nettoyable. C'est une manière très simple de faire en sorte qu'il n'y a pas de blocage dans le concentrateur d'oxygène. Une autre chose que l'on peut faire, c'est bouger le concentrateur d'oxygène des murs ou également des tentures ou du meuble. Si vous mettez le concentrateur contre le mur trop près, ça va bloquer le flux naturel d'air dans l'unité et l'unité doit compenser pour pomper davantage d'air et ça peut causer une surchauffe. Autre chose que l'on peut peut-être faire, c'est l'utilisation de prolongateurs. On a vu l'utilisation inadéquate de câbles ou de fils prolongateurs qui sont inadéquats.
En général, il y a un type de câble de prolongateur qui va pouvoir donner le flux d'énergie nécessaire pour les machines du monde médical. Mais parfois, on voit l'utilisation de prolongateurs qui sont de mauvaise qualité, ce qui amène que les machines peuvent même prendre feu, même pour des incubateurs qui sont essentiels en termes de maintenir les nouveau-nés en vie. On recommande de ne pas utiliser des prolongateurs car ça peut causer des problèmes d'alimentation et vous allez entendre des bruits bip de votre concentrateur qui ne sont pas très agréables. Voici donc des choses de première ligne, direction de première ligne que vous pouvez avoir. Le dernier type d'alarme que vous allez entendre, c'est un bip suivi. Comparé à la première alarme qui est un bip avec un long silence, ici vous allez entendre bip, 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 bip de manière répétitive. Ceci peut être dû à deux choses. Tout d'abord, ça peut être un tube qui est bloqué. Ceci inclut canule et humidificateur. On ne parle pas seulement du concentrateur à l'intérieur, on regarde le flux d'oxygène de la machine au patient et nous devons être certains qu'il n'y a pas de blocage. Le deuxième type de problème pour cette alarme, c'est que le flux est placé à 0,5 litres par minute ou moins. Quelle solution? Très simple. Vérifiez qu'il n'y a pas de blocage. Vous devez nettoyer et remplacer ces pièces, l'humidificateur, le cannulaire. Et on va voir des photos dans quelques instants. Une fois que le problème est résolu, avec un tube qui est bloqué, un humidificateur qui a besoin de nettoyage, déconnectez l'alimentation pendant 60 secondes pour ensuite remettre le bouton de l'alimentation en marche. Lorsque tout ceci est mis ensemble, un de nos membres d'équipe a expérimenté une chose. L'hôpital avait coupé l'alarme du concentrateur d'oxygène parce que ça les rendait dingues. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Faites en sorte que votre technicien ne débranche pas les alarmes. Ces machines sont prévues pour vous prévenir et pour que vous fassiez attention à des questions essentielles qui seront nécessaires pour que la machine continue à fonctionner pendant longtemps. S'il y a une alarme, s'il vous plaît, faites attention et essayez de résoudre le problème. Nous avons également des alarmes visuelles à part des alarmes auditives. On a une lumière rouge ou jaune qui s'illumine et certaines causes peuvent être, par exemple, une pureté d'oxygène réduite. Ça peut être un tube qui soit bloqué avec un flux qui est inférieur à 0,5 litres par minute, ou alors ça peut être également dû à la surchauffe à cause de la prise d'air insuffisante. Solution simple, comme l'alarme auditive, le filtre doit être propre, remplacé, nettoyé en tout cas, qu'il n'y ait pas de blocage dans votre circuit et que l'humidificateur soit propre et qu'il n'y ait pas de blocage là. Et si c'est dû à cause d'éléments de blocage qui bloquent le flux, vous pouvez débrancher la machine pour 60 secondes et ensuite, lorsque vous avez nettoyé, vous verrez que la lumière n'est plus allumée. Si vous avez un flux de moins 0,5 litres par minute, changez-le à 1 litre par minute. Faites en sorte que votre concentrateur soit à au moins 10 cm du mur de manière à ce qu'il y ait un flux d'air dans le concentrateur d'oxygène lorsqu'il est branché.
Nous voulons éclaircir un point avec vous au sujet de ces alarmes sur base de notre expérience avec les concentrateurs. Alors que beaucoup de machines ont des mécanismes similaires, nous encourageons que vous conseillez votre équipe médicale ou de maintenance de étudier le manuel, parce qu'il y a des manuels techniques qui votre concentrateur d'oxygène. Si vous avez besoin d'appui, veuillez connecter avec nous. Nous serons heureux de vous donner ces ressources. Souvent, ces manuels techniques vont avoir des spécifications très détaillées sur les alarmes et des mécanismes qui sont spécifiques à ce modèle. Et ceci serait absolument essentiel pour votre équipe de techniciens. Avec 2 diapositives supplémentaires sur le mauvais fonctionnement de la machine. Si vous avez une équipe technique, le technicien, renvoyez-leur à nos ressources avec la réparation des problèmes. Il y a un test des batteries avec des machines qui ont des batteries à l'intérieur et il y a une alarme de 5 secondes. Si cette alarme ne sonne pas, ça veut dire que vous devez remplacer la batterie. Et souvent, lorsque la batterie n'est pas remplacée, d'autres alarmes ne fonctionneront pas dans le système. Si vous branchez la machine, il n'y a pas une alarme de 5 secondes que votre équipe de techniciens remplace la batterie ou la pile sur votre concentrateur d'oxygène. Il y a une alarme de déconnexion d'alimentation. Si la machine est en position off, il y aura une alarme qui sonnera. C'est une bonne façon de savoir si votre alarme fonctionne sur votre système. Quand c'est branché, débranchez la fiche, le secteur, et il devrait y avoir une alarme. Si vous n'entendez pas cette alarme, ça veut dire que la pile ou batterie doit être changée. Il y a une alarme de haute pression. C'est une autre façon de tester le système d'alarme. Si la pression du système est au-dessus des conditions, une alarme de 1 seconde avec une pause d'1 seconde pourra être entendue. Vous devez déconnecter un câble sur 2 des systèmes. C'est un peu trop technique. Peut-être qu'un technicien pourrait faire ceci. Lorsque vous déconnectez un de ces fils sur les valves de déchets, vous verrez si vous pouvez faire en sorte que l'alarme sur votre machine fonctionne correctement. Il y a l'alarme à basse pression également. Si le système tombe en dessous des conditions normales d'utilisation, c'est une alarme d'1 seconde qui peut être entendue avec une pause de 1 seconde. Et la lumière basse pression sur l'écran du circuit sera allumée. C'est le modèle que nous avons vu avec une lumière de basse pression sur votre tableau. Vous pourrez voir si votre machine fonctionne ou pas. Alarme de concentration d'oxygène. Si la concentration tombe en dessous de 85%, l'OMS spécifie que on devrait avoir des concentrateurs d'oxygène qui est un minimum de 82% de pureté d'oxygène. Pour la machine que nous voyons, on pousse la limite jusqu'à 85%. Si la concentration tombe en dessous de 85%, l'alarme, c'est 2 bips de 2 secondes avec une pause. Donc, il y aura une lumière jaune également sur votre machine qui sera illuminée. Certaines machines n'ont pas cette alarme. Il y a une alarme de haute température. Il y a un interrupteur thermal qui va se mettre en marche pour que le compresseur soit débranché et l'alarme se mettra en route. Ce sera une alarme semblable à celle de la basse pression. Avec la haute température, on avait mentionné tout à l'heure que si vous amenez la machine pas trop près du mur avec un filtre qui soit propre, ça vous permettra que la machine ne soit pas en surchauffe. Pour les équipes techniques, je voulais mettre ceci en avant.
nous avons une liste de maintenance qui est disponible, que nous utilisons pour la formation des techniciens et les ingénieurs biomédicaux. Nous avons souligné ces 3 choses essentielles que je vais vous montrer. La concentration est très importante pour votre machine. On a vu dans de nombreux cas où les concentrateurs d'oxygène sont inférieurs à 50-60% d'oxygène au niveau de la pureté, mais on pense que l'oxygène qui ressort a une pureté de 93% ou mieux. Et la manière de tester ça, c'est d'analyser l'oxygène et qu'on soit préparé pour traiter de 1 à 3 litres par minute et voir si la concentration peut être mesurée à 92 à 96% de pureté. Si ce n'est pas fait, c'est en dessous de 92%, c'est considéré comme étant mauvais et il faudra à ce moment-là faire en sorte que le système soit recalibré. On répète le test à 4 litres par minute en faisant en sorte que la purité d'oxygène soit entre 89 et 96%. À 4 litres par minute, si ça va en dessous de 89% de pureté, à ce moment-là, il faut réparer le problème. Et le dernier test, c'est une concentration à 5 litres par minute où nous essayons de faire en sorte que le volume d'oxygène soit à 90% de pureté. Alors que vous augmentez le flux de 1 à 3, à 4, à 5 litres par minute, vous verrez que la tolérance pour la pureté d'oxygène baisse. Avec l'augmentation du flux, le niveau de pureté d'oxygène baisse. C'est essentiel que vous vous souveniez de ceci parce que souvent, nous avons vu des cliniciens qui pensent qu'ils peuvent augmenter la pureté de l'oxygène avec une augmentation du flux. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les machines sont préparées pour avoir un certain flux, mais à cause de la pression et de la façon dont ça fonctionne avec l'augmentation de flux de l'air dans la machine, ça va réduire la pureté d'oxygène qui en ressort à l'autre bout. Il faut donc que vous puissiez tester, analyser pour faire en sorte que la machine est dans les règles, dans les normes, dans le cadre de la spécificité prévue. Voici des équipements clés pour tester. Vous avez besoin d'un pressurisateur digital. Si vous avez ces machines, il y aura une possibilité de réparer presque tout sur un concentrateur d'oxygène. Je voudrais terminer ma partie de la présentation avec une mention rapide des filtres. Le concentrateur d'oxygène a différents filtres. Un des filtres qui est celui de la prise d'air qui se trouve ici est le filtre que j'avais mentionné avec le diagramme de concentration d'oxygène. Ce filtre peut être nettoyé, il doit être nettoyé, il peut être lavé. Et c'est essentiel pour faire en sorte qu'il y ait un bon flux d'air dans l'unité. Souvent, si l'unité est en surcharge, il y a un blocage. On trouvera souvent qu'il y a de la saleté, de la poussière. Il est important de tenir ceci à l'œil de manière pratiquement quotidienne. Il y a d'autres filtres là, par exemple le filtre de produit qui se trouve à l'intérieur de la machine même. Ceci doit être remplacé après 10 000 heures d'utilisation. Vous devez voir le manuel de service pour voir ce que le fabricant recommande. Notre recommandation à nous, c'est de changer ceci après 10 000 heures d'utilisation. C'est un peu plus compliqué. On peut vous montrer comment le faire, en fait, si vous n'avez pas ce type de formation. Aussi, vérifiez le compteur d'heures sur les concentrateurs. La plupart des concentrateurs vont avoir les heures mises là-dessus, comme ça a été mentionné. Il y a un remplacement qui doit être fait toutes les 20 à 50 000 heures en fonction de ce que le fabricant recommande. Faites un suivi des heures. Lorsque vous atteignez cette limite, vous devez faire en sorte que les
technique voit ceci et qu'il sache, OK, on est arrivé à 30 000 heures, par exemple, et il va falloir remplacer les tanks. Et donc, faites attention à ceci. Et pour le reste, ce sera pour l'équipe technique. S'ils ont besoin d'aide, dites-leur de nous contacter. Nous les aidons avec plaisir. Sur ce, je veux faire la transition de cette présentation pour mon confrère Jim Stungle qui va vous montrer d'autres accessoires et des composantes en rapport avec les filtres d'oxygène. Merci, Benjamin. Monica, est-ce que je suis penché? Oui, oui, ça passe bien. Je regardais les questions qui ont été posées via le chat box sur la présentation de Benjamin. Si on veut aborder certaines de ces questions. Je sais que Anna était en chat avec ces personnes, mais peut-être que nous pourrions parler un peu de ceci et passer ensuite à ta présentation, Jim. Oui, oui, tout à fait. Allons-y avec ces questions, Monica. Est-ce que tu veux gérer ces 3 questions? Oui, Anna, est-ce que tu veux parler des questions qui n'ont pas déjà été répondues? Oui, il y a de très bonnes questions qui ont été posées. Pour le concentrateur d'oxygène, on nous pose la question, pourquoi est-ce qu'on peut avoir 100%? Je vais laisser Benjamin répondre, mais je pense que c'est une question de technologie. Le concentrateur d'oxygène utilise de l'air de la salle pour bouger ce nitrogène. Donc, ça veut dire que on est souvent dans l'ordre de 90%. Et comme Benjamin a dit, plus élevé le flux, le plus réduit la concentration est. Est-ce que Benjamin, tu voudrais rajouter quelque chose? Chose que tu as très bien expliqué. Oui, Anna, ta réponse est excellente. C'est exactement ce que j'aurais dit. Ici, Jim, je voudrais rajouter quelque chose. Parfois, nous avons une idée que ce serait bon d'avoir 100% d'oxygène pur, mais c'est vraiment pas nécessaire d'un point de vue clinique parce que l'oxygène qui est administré via la canule nasale, il y a de l'air de l'environnement qui est également respiré par le patient et beaucoup de masques ont également des ventilations dans ce masque et vous avez donc de l'air d'ambiance. Ce n'est pas essentiel pour le point de vue clinique d'avoir de l'oxygène à 100% pur. Lorsque le patient respire, ce ne sera de toute façon pas 100% pur. Donc, la règle d'avoir jusqu'à 96% sera tout à fait acceptable d'un point de vue clinique et le patient n'aura pas un manque à cause d'avoir une concentration de 90 à 96% d'oxygène. Jim, je dirais ceci, je n'utiliserai pas le mot tout ou quel que ce soit. Ça dépend de la machine d'administration d'oxygène. C'est vrai que si on utilise une canule ou un masque à oxygène, etc., il est vrai que la différence entre 96% et 100% est probablement insignifiante. Mais quand on a des choses plus invasives comme des masques CEPAD, l'intubation, à ce moment-là, la différence pourrait en fait avoir un impact clinique. Lorsque l'on parle de façon non invasive d'habitation d'oxygène comme des canules, des masques à oxygène, à ce moment-là, oui, c'est tout à fait vrai que la différence peut être moins importante simplement parce que le patient absorbe également une quantité d'air de la salle dans laquelle il se trouve. Excellent commentaire, Anna, et merci d'avoir mentionné ceci pour le CPAD et l'intubation. Je crois également, cependant, que aucune aire de l'environnement doit être ignorée. Est-ce qu'il est important d'avoir plus de 96% pour l'intubation? Oui, on donne 100% FiO2.
Ces patients sont souvent dans des conditions extrêmes. Ce sont des patients extrêmement malades qui sont souvent dans des salles de soins intensifs avec le besoin d'avoir un masque qui soit bien serré. Je pense qu'on a bien répondu à ces questions maintenant. Souvent, les gens se disent, j'ai besoin de 100%. Ouais, mais en fait, non, dans la plupart des cas. Je ne vais pas dire tous les cas. Dans la plupart des cas, on est à 96%. Merci, Anna. Avez-vous d'autres questions, Benjin, Anna? Est-ce qu'il y a d'autres questions à adresser? Moi, j'en ai une pour moi. Si vous avez plus d'un patient qui a besoin d'oxygène avec seulement un seul concentrateur, comment est-ce que l'on peut gérer cette situation? J'ai pu observer certaines choses qui se passent avec partage, par exemple, d'un concentrateur. Je suis pas sûr si c'est véritablement une bonne façon de faire les choses. Peut-être que nos confrères peuvent dire est-ce qu'on peut utiliser un split, un séparateur sur une machine pour administrer de l'oxygène à deux patients en même temps. Oui, alors les splits sont tout à fait valables pour l'utilisation dans un environnement clinique. C'est quelque chose que l'OMS recommande également comme accessoire d'un package pour les concentrateurs d'oxygène. On peut avoir un concentrateur qui est à 10 litres par minute, par exemple, avec de l'oxygène, et vous pouvez faire un split du flux entre plusieurs patients. D'un point de vue d'ingénieur, il n'y a pas énormément de choses à spécifier. La seule chose, c'est de voir la durée d'utilisation de la machine. Il faut que ce soit constant. C'est ça le problème que l'on voit dans les pays à bas revenus. On a un risque d'avoir 60% d'oxygène que l'on pense est à 92%, et en fait pas du tout. Et on risque ceci avec un patient, et maintenant tout d'un coup c'est divisé en plusieurs patients. Ce serait la seule chose que je dirais du point de vue de gestion, manipulation. Les équipes doivent pouvoir calibrer lorsqu'on fait un split, une séparation, et faire en sorte que la machine réellement présente de l'oxygène au niveau où on pense qu'elle est pure. Oui, je dirais que il y a une certaine sûreté dans l'utilisation. Le niveau de pureté va baisser parce que la production augmente, donc le niveau de pureté, concentration d'oxygène va baisser en dessous de 90% malheureusement. C'est ça ce qu'il faut dire. On avait eu un appel lundi avec beaucoup de personnes qui sont dans le monde des machines administratives d'oxygène et ils nous parlaient de la manière de préparer le split de flux d'air pour un concentrateur. Benjamin, je t'enverrai cette ressource pour que tu puisses l'étudier si c'est important, c'est sûr. On mettra ça sur le centre d'apprentissage et ce sera disponible pour tout le monde. Si c'est indiqué et si Benjamin pense que c'est une ressource qui est sûre pour vous tous, il semblerait que ça a passé le test et en beaucoup de détails la méthode utilisée avec de vieux concentrateurs ou des concentrateurs brisés ou autres systèmes d'administration d'air ou d'oxygène. On verra ça après le webinaire. Je voudrais préciser qu'il y a d'autres questions, mais il faut qu'on ait le temps de finir, que Jim puisse faire sa présentation pour revenir ensuite à la fin aux questions si ça vous semble correct. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, tout d'abord, je dirais que, bon, merci à tous d'être là. J'ai vu certaines de ces bonnes questions. Je sais pas pour pouvoir les aborder avec notre segment de cette séance avec la gestion des machines. Je dirais que d'un point de vue personnel et professionnel, ayant travaillé avec des machines à oxygène dans des pays
dans tout le monde, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Amérique latine, l'Asie centrale, Sud-Est. On voit beaucoup d'exemples très variés. Je vais montrer plusieurs exemples de gestion de machines qui pourraient ne pas être ce que vous avez dans votre environnement. Ce n'est pas un problème. Les principes dont nous allons parler aujourd'hui sont en général universels. Vous pourrez donc voir comment ces principes puissent être d'application dans votre environnement. Commentaire additionnel à faire, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de leaders qui sont ici à ce cours de formation et parfois, les leçons que je partage avec vous ici sont très utiles pour la personne finale, celui qui utilise véritablement la machine. Et ils ne sont peut-être pas ici, mais pour vous qui êtes des leaders, partagez ces concepts avec l'utilisateur. Et par là, je veux dire les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants et tous ceux qui sont là à bouger les régulateurs et les cylindres et donnent le flux d'air et d'oxygène dont les patients ont besoin. Certains d'entre vous peuvent être en train de remplir la prescription et ce sont des autres qui sont sur le terrain. J'espère que tous ces principes pourront être partagés avec les utilisateurs. Nous voulons faire en sorte que la quantité correcte de produits arrive aux patients adéquats au moment adéquat. Et nous allons passer du point de vue de l'administration et concentrateur pour voir comment nous administrons l'oxygène via des cylindres. Je crois que je vais pouvoir partager mon écran et Monica, je vais te demander de faire en sorte que tout soit correctement montré. Bon, on peut voir ça correctement. La manipulation et la gestion du machine et l'assemblement de la machine. Ici, on voit les valves d'un cylindre à oxygène et ici, ce que nous souhaitons faire, c'est comprendre et gérer l'utilisation correcte des régulateurs, des valves des régulateurs, les calculateurs de flux. Et lorsque je regarde à cette question, il n'y a pas ici un humidificateur, mais voici sur la diapositive suivante, avec les connexions, le régulateur, la mesure du flux et l'humidificateur. C'est ça qui est connecté au masque, les tubes et autre chose. Identifions chaque partie. Parfois, on parle de tout ça comme le régulateur ou comme la mesure de flux. Et ce sont en fait des choses différentes. Ici, on voit attaché au cylindre le régulateur. C'est ce qui est attaché au cylindre. Et ensuite, nous avons la mesure, l'indicateur, et tout ça est attaché au cylindre. Commençons avec le cylindre, si vous le voulez bien, pour voir ce qui se passe là-bas. Avec le cylindre, on voit les cylindres d'oxygène sont remplis à un centre. Quand ils sont plats, il y a 2200 PSI, c'est livres par pouce carré de pression dans le cylindre. Et il est important de savoir que c'est considéré comme étant plat. Les cylindres sont différents en taille et en forme, mais tout cylindre étant plein est plein à 2200 PSI. Lorsque vous branchez votre régulateur au cylindre, le régulateur avec l'indicateur doit montrer la pression. Et ici, on voit bien que la mesure de régulateur est à 2200 livres par pouce carré. Voilà, je voudrais vérifier une chose ici, tout d'abord. Ah, voilà. Très bien. Alors, l'oxygène est un gaz comprimé, mais la capacité du cylindre en lui-même est décrite comme un volume de litres liquide. C'est comme si on avait de l'eau. On pourrait donc identifier le volume interne de la chambre du cylindre. On voit ici des cylindres ont différentes
forme et taille. Et vous voyez sur le cylindre imprimé des chiffres qui indiquent, par exemple, 50 litres pour le plus grand volume, 46 litres. Chaque cylindre devrait avoir cette indication. Le volume pourrait être également exprimé en mètres cubiques ou en litres de gaz. Parfois, lorsque l'on parle d'un volume d'un cylindre, il faut qu'on sache exactement de quoi on parle, l'expression que nous utilisons pour l'identifier. Mais que l'on soit à 46 litres ou que l'on soit à 50 litres par volume de liquide, dans tous les cas, plein à 2200 PSI. Le volume sera moindre en termes de quantité de gaz comprimé, mais la pression restera la même. Regardons ces différentes capacités de cylindres. Tout cylindre plein à 2200 PSI. Le volume est basé sur la taille du litre liquide et on voit les chiffres de comparaison qui permettent de clarifier l'expression de volume. On voit le petit cylindre est à 38 litres liquide. À 2200 PSI, vous auriez 5700 litres de gaz qui peut être également exprimé en litres de gaz à 5700. Ensuite, nous avons 6300 litres de gaz, 42 litres, et ensuite, nous avons 7200 litres de gaz pour le moment la plus grande, avec 2200 PSI, mais le volume de gaz intérieur est différent. Et ceci est important parce que comme clinicien et comme soignant du patient, lorsque nous avons fini avec ce segment, nous devons réfléchir en termes de cylindre. Si nous mettons ce cylindre pour que le patient partage l'oxygène, quelle sera la durée de vie de ce cylindre ou combien de patients est-ce que je vais pouvoir servir? Le régulateur, la fonction importante du régulateur, c'est s'assurer que le patient ait effectivement le flux correct, mais 2200 PSI de pression du cylindre est trop pour gérer pour le client. La raison du régulateur, c'est de réduire cette pression à un niveau raisonnable pour pouvoir travailler. Vous pouvez voir les flèches ici, indication ici, avec 2250. Ça, c'est le maximum que vous verrez parfois venant d'un cylindre. Généralement, on parle de 1200, mais ça peut monter à 2200, 250. En tout cas, les régulateurs sont déjà fixés, réglés au préalable, avec la pression qui va vers le flowmeter et 50 PSI. Vous voyez ici, le témoin maintient l'indication de la pression dans le cylindre. Ça ne montre pas la pression qui va vers le flux-mètre. Parlons des indicateurs pour les régulateurs pour un petit instant, car ils sont tous différents. Ici, on compare les différences et les similarités. Tous indiquent la pression en PSI, tous, dans tout le monde. Mais ces indicateurs ont également une nomenclature différente pour différents indicateurs. Mais le plus souvent, c'est qu'on va voir 2200 PSI et ça peut être vu sur chacun de ces témoins. Certaines pressions de mesure de pression sont en kilogrammes. Vous aurez donc ici un indicateur qui va vous parler LBF, bar pouce carré. C'est par pouce carré. C'est connu comme étant PSI ou kilogramme par centimètre carré. C'est l'autre nomenclature ici. Deux nomenclatures différentes. Vous avez 500, 1000, 1500. Vous avez également le 150 et le 150. On parle de kilogrammes pour un et de livres pour l'autre. Ici, on peut voir les livres par pouce carré. Et ici, cette ligne actuelle, nous avons KPA, c'est le kilopascal. Sans rentrer dans trop de détails,
il s'agit de 1000 fois les kilos. Ici, voici un qui est plus habituel. C'est le témoin que je préfère, l'indicateur que je préfère parce qu'il a des couleurs. On voit le nombre de kilos par centimètre carré et le nombre de livres par pouce carré. Dans chaque cas, vous allez vouloir avoir un œil sur cet indicateur pour pouvoir gérer le chiffre d'oxygène qui est donné, administré au patient avec le flux qui est réduit alors que le patient reçoit de l'oxygène. Voici pourquoi j'aime les couleurs, ça nous aide énormément. Cette partie de l'indicateur est en blanc. Ce sont des pressions qui ne sont pas en utilisation, c'est au-delà des 2200. Si vous voyez une pression comme celle-là, c'est quelque chose qui a eu un excès de remplissage. La plupart des stations ne permettront pas un chargement au-delà de 2200, 2250. Ce ne sera pas permis au niveau de la pressurisation dans le cylindre. Alors que nous voyons l'aiguille du témoin du côté vert, on a une bonne pression et on peut continuer à l'utiliser. Mais lorsque l'aiguille passe dans la section jaune, il faut faire attention. Ça veut dire que nous avons une pression réduite et il faut faire en sorte que nous soyons en arrêt d'utilisation lorsque l'on va dans la zone rouge pour remplacer le cylindre. Voici différents cylindres, on l'a mentionné tout à l'heure, de taille, du volume différent. On veut gérer les choses, pas seulement du point de vue de la taille et du volume, sinon du type de valves qui sont disponibles. C'est important pour l'utilisateur final, car l'utilisateur final va devoir recevoir l'appareil correct pour se connecter au cylindre. On a pu observer à quel point les machines sont différentes. Pour le flux-mètre, vous voyez à gauche plutôt qu'à droite, avec une collection. Peut-être dans votre hôpital, vous avez de la chance et vous avez des embouts qui sont standardisés. C'est vrai dans le cas de beaucoup d'hôpitaux, mais c'est vrai aussi pour des hôpitaux où il y a un mélange de cylindres et de régulateurs. C'est ici qu'en tant que leader dans les hôpitaux ou comme utilisateurs finaux, nous devons avoir une bonne communication pour nous assurer que nous sommes préparés pour avoir les instruments adéquats pour remplir les cylindres adéquats. Vous avez peut-être besoin des deux. Voici les différentes connexions et comment ça marche. Là, l'écrou est tourné dans le sens du cylindre. Il faut être préparé de toute façon pour savoir dans quel sens il faut tourner. Et même si on n'a pas les mêmes machines, les principes de gestion des machines est le même. Ici, un aspect complètement différent à l'heure de la présentation par le régulateur. Mais réellement, ils font la même fonction pour vous. S'il vous plaît, soyez prêts à connaître les deux types dans votre hôpital. Ceci est très important. Lorsque vous manipulez et gérez l'installation du régulateur, faites-le en douceur. C'est une pièce qui est relativement délicate. Il faut donc faire attention pour éviter qu'elle soit endommagée et que la machine arrête de fonctionner à l'avenir. Lorsque l'on installe avec soin, utilisez vos doigts pour placer l'embout. Et ensuite, serrez ça avec une clé anglaise. Je n'insiste pas suffisamment, utilisez cela avec soin. Ne bousillez pas l'embout, ne serrez pas l'embout de trop. C'est la seule manière de joindre le régulateur et les tubes et le système. Il y a des gens qui essaient de serrer ça d'une autre façon. N'essayez pas de serrer en forçant l'indicateur pour fixer le régulateur du flux au cylindre. Vous allez casser cet indicateur. N'essayez pas de tordre le flux-mètre ou l'humidificateur. Cette mauvaise manipulation vous amochera le système et quand ce sera le cas, vous allez avoir une perte d'oxygène et même votre patient pourrait en souffrir. Voici un exemple d'une machine qui n'a pas été
manipuler correctement. Avec le temps, vous pouvez voir maintenant à quel point les cliniciens, les aides-soignants, les infirmiers et infirmières ont essayé de faire des tas de choses pour essayer de remettre en état cet équipement parce qu'il y a une perte. Là où il y a la collection, il y a une perte au régulateur, au flux-mètre. Pourquoi? Parce que la manipulation n'a pas été correcte. Quelqu'un n'a pas fait attention à l'heure d'installer le cylindre et toutes ces fonctions maintenant fonctionnent mal ou pas bien et on trouve des solutions chirurgicales qui ne fonctionnent pas véritablement pour que ceci continue à fonctionner. Et je voudrais que dans beaucoup de cas, on nous a amené l'attention sur le fait que certains hôpitaux, 50% de l'oxygène qui pourrait être administré aux patients n'est pas disponible à cause de cette perte. On veut éviter la perte en évitant du dommage et ce qu'on veut faire, c'est utiliser les machines avec soin et attention. Voici un mauvais exemple de stockage. Ça, c'est mauvais traitement, c'est jeter des pièces dans une boîte. Vous ne devrez jamais voir ceci. Je suis triste pour l'hôpital où ils essaient d'utiliser l'équipement, mais ils n'ont pas appris à respecter le stockage. Voici des appareils médicaux qui doivent être soignés, qui doivent être gérés comme si c'était quelque chose de très valable, de précieux et délicat. Si vous faites un stockage adéquat, ceci durera davantage et vous n'aurez pas de problème pour votre thérapie d'oxygène. Voici un exemple de l'indicateur qu'on avait sous nos yeux tout à l'heure. Là, il est complètement enveloppé dans des bandages. On ne peut même pas utiliser ça correctement. Comment lire l'indicateur? Il est à l'envers, il est couvert de bandes. Voici une question. Combien d'oxygène est-ce qu'on a dans ce cylindre pour cet appareil? Combien d'oxygène? Moi, je dirais qu'on voit 2 grades en kilos et en pouces par pression par pouce carré. Lequel est lequel? Réfléchissez. Passons à la diapo suivante. Voilà la réponse. Combien d'oxygène est-ce qu'on a dans le cylindre pour ceci? Eh bien, on sait que plein, c'est 2200 PSI. Et ici, l'indicateur montre à peu près 1300 PSI. Il faut le lire à l'envers, mais c'est comme ça que c'est sur le cylindre. C'est difficile pour le personnel de la clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à un peu plus de 50% de la pression restante dans ce cylindre. Quelle pression est-ce que c'est? On est à 1700 PSI et en dessous, c'est quoi? C'est 100 kg de force par centimètre carré. La gestion du flux-mètre est absolument essentielle. C'est l'étape finale dans la gestion de l'administration de l'oxygène aux patients. Comment est-ce que l'on gère cela? Tout d'abord, il faut l'ouvrir et là, on voit open, shut, ouvert, fermé. C'est comme ça que l'on va faire en sorte que le flux-mètre soit ouvert. Le cylindre, le régulateur réduit à 50 PSI, on va ouvrir le flux-mètre. Et deuxièmement, on va ajuster le flux. La bille va monter ou baisser de niveau pour indiquer le flux. On ouvre non seulement la valve, mais on contrôle également cela avec la mesure. L'indicateur ne montre pas le flux à droite, celui avec les différentes couleurs. C'est simplement un rappel de la pression qui reste dans le cylindre. C'est un facteur important à l'heure de contrôler et gérer l'oxygène qui est administré aux patients avec le temps. La question maintenant, pour tous ceux qui sont à l'écoute, c'est quel est le flux? Quel est le flux que l'on observe ici? La réponse à la question est, on est à 5 litres par minute. Ce patient reçoit bien 5 litres par minute. La quantité de flux sera en accord avec la prescription et l'ordre du médecin. 3 litres par minute, 5 litres par minute, en dépendant de la condition du patient et la thérapie qui a été prescrite. La question essentielle pour vous,
l'utilisateur final. Si vous n'êtes pas l'utilisateur final, ceux qui travaillent pour vous comme leader dans l'hôpital, combien d'oxygène reste-t-il dans le cylindre? C'est important parce que l'on ne veut pas se retrouver sans oxygène dans le cylindre. Et j'insiste sur ceci parce que ça m'est arrivé de me présenter à l'hôpital, de voir le patient, comment ils vont, et finalement, je découvre que pendant que le personnel n'était pas là, l'oxygène a été réduit, et même si le flux-mètre était à 5 litres, il n'y a pas de litre qui est administré au patient parce que le cylindre est vide. Revenons à la question, combien d'oxygène reste-t-il ici? Deux façons de répondre à cette question. Tout d'abord, en termes de pression, combien d'oxygène reste-t-il en pression de gaz? La seconde façon de répondre à ceci est en volume du gaz. Rappelez-vous, le volume du gaz et la pression du gaz sont deux choses complètement différentes à l'heure de mesurer. La pression, c'est ce qu'il y a de plus facile. Comment est-ce que l'on sait que la pression est là? Il simplement suffit de lire l'indicateur. Ici, on voit PG. Le volume devra être calculé avec la compréhension et savoir quelle est la capacité liquide par litre du système. Je peux vous envoyer la formule si ça vous intéresse, mais voici la formule. Le volume égale la pression du gaz divisé par 14,7, c'est la pression atmosphérique fois le liquide, volume liquide. Par exemple, ici, la pression est indiquée à 700. Nous devons diviser 700 par 14,7, c'est la pression atmosphérique, et ensuite le multiplier par le volume liquide du cylindre. Ceci nous dira combien de litres de gaz d'oxygène sont encore dans le tank. Pour la pression, on regarde l'indicateur. 700 PSI dans le cylindre, mais attendez, on veut faire quelque chose. On veut remplacer le cylindre, pas quand il est vide, mais à 300. Par conséquent, la pression de 700 courante moins 300, c'est le point où vous voulez changer le cylindre, ça veut dire qu'il reste en réalité 400 PSI de pression adéquate. Pour le volume de travail, on a une formule légèrement modifiée avec les 300 PSI extraits et soustraits, ce qui veut dire que le volume qui reste est à 400, pas 700, divisé par 14,7 multiplié par 48. Le volume va vous dire que vous avez 1306 litres de gaz qui reste dans le cylindre. Excellente nouvelle, la formule est un peu difficile, mais réfléchissez à ceci a posteriori. Je vous enverrai la formule, vous pouvez la copier de ces diapos. Mais pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi? Parce que l'oxygène qui reste vous dit combien de temps vous avez avant de changer le cylindre. La question est donc, à ce rythme de flux à 5 litres par minute, combien de temps en heure reste-t-il avant de devoir changer le cylindre? Nous comprenons cela, 5 litres par minute égale 300 litres par heure. 5 litres par minute fois 60 égale 300 litres sur une heure. La réponse ensuite peut être calculée en divisant le volume qui reste dans le cylindre, 1306 litres, multiplié par 300 litres par heure, ce qui veut dire que vous allez avoir 4 heures,35, ce qui est 4 heures et 17 minutes. C'est ça le temps qu'il vous reste. Alors que vous faites vos rondes pour visiter les patients, regardez le témoin, l'indicateur, vous dites, OK, il prend 5 litres par minute, je dois être prêt pour changer ce cylindre dans 4 heures. Ça voudra le temps de préparer le cylindre, de le commander, de faire en sorte que le personnel hospitalier vienne pour confirmer que le cylindre doit être changé, mais il faut être prêt à changer ce cylindre pour continuer à soigner le patient. Regardons différents cylindres. Combien d'oxygène reste-t-il ici dans ce cylindre-ci? La réponse, 300 PSI. Et le flux est à 3 litres par minute. Mais maintenant, c'est un bon moment pour changer ce cylindre. Ce cylindre ne devrait pas être autorisé à être utilisé plus longtemps.
ceci avec ce patient, qui était un patient pédiatrique qui souffrait de hypoxémie, qui était sur une ténule ou même était en manque d'oxygène. Changeons, s'il vous plaît, la diapo. Passons de niveau du cylindre. L'humidificateur est essentiel, ça prévient l'air de devenir trop sec. On passe du flumètre vers l'humidificateur dans ce cas-ci. Et c'est très simple à s'occuper de cette pièce. On préfère de l'eau distillée. C'est parfois difficile à trouver, je le sais. Vous pouvez utiliser de l'eau bouillie si vous préférez. Si vous utilisez de l'eau distillée, ça peut rester là pendant plusieurs jours, même des semaines. Si c'est de l'eau de robinet, il faut changer ça tous les jours. Vous allez avoir des microbes, vous allez avoir des microbes qui vont se multiplier et malheureusement, l'eau est contaminée et détériore et devient inadéquate pour le patient. Il faut s'occuper du patient en nettoyant l'humidificateur. Voici l'humidificateur qui est propre à gauche. Et au centre, en voilà un qui est légèrement pas si propre que ça et à droite en utilisation. Et c'est horrible, c'est dégueulasse. Non seulement vous voyez ce type de contamination parfois, mais parfois on retrouve des algues ou de la moisissure qui se trouve dans l'humidificateur parce qu'il n'a pas été nettoyé. Et en réalité, vous voyez l'air qui circule pour arriver chez le patient. Évitons ce genre de solution, s'il vous plaît. Nous sommes près de la fin. Parlons de certaines indications de sécurité. N'utilisez pas d'huile pour maintenir la pureté de l'oxygène. C'est répété ici 3 fois sur ce témoin, cet indicateur. Pas d'huile, pas d'huile. Et ensuite, une petite image avec un icône d'une boîte à huile. Pas d'huile. N'utilisez pas d'huile. Ne lubrifiez pas ceci avec de l'huile. Quoi que vous fassiez, ne lubrifiez pas ceci. N'utilisez jamais d'huile. Voici quelques conseils finaux au niveau de la sécurité. L'oxygène est un matériel dangereux. On ne peut jamais l'utiliser tout près de flammes vives ou de personnes qui fument. C'est un grand risque d'incendie si vous l'exposez à des flammes. Pas de flammes, pas de fumée, pas de tabac tout près de chez vous. Voilà, c'est la fin de ma présentation avec ces machines essentielles pour donner et apporter du soin aux patients. Félicitations à vous tous et encore merci parce que vous êtes ceux qui sauvent des vies. Merci, Monica. Je te repasse la parole. Voici la fin de ma présentation. Merci, Jim. Je regarde l'heure, nous sommes 20 minutes passées l'heure. Si vous devez partir, allez-y, mais nous allons prendre encore 10 minutes si ça vous convient pour simplement répondre aux questions qui nous sont parvenues dans le chat ou venant du pré-enregistrement. Anna, es-tu encore connectée, Anna? Il est possible qu'Anna ne soit plus parmi nous. Elle va devoir se rebrancher. Je crois qu'elle est là. Elle n'arrive pas à... Voilà, elle est là. Oui, on a de très belles questions qui ont été posées. On a également des ressources supplémentaires pour pouvoir partager avec le groupe. Une des questions, me semble-t-il, des personnes, et quels sont les processus qui sont à utiliser, comment est-ce que l'on fait dans des pays à bas ressources.
On comprend quels sont les éléments essentiels pour les machines d'administration d'air. Et je crois que beaucoup de ces questions ont des réponses similaires en fait, parce que cela dépend véritablement de votre institution. Chaque institution ou centre a sa propre méthodologie alors d'identifier des fournisseurs de médicaments et d'équipements. Et il y a également le personnel qui est en charge, qui s'occupe de l'équipement, qui fait des commandes, qui passe des commandes au meilleur prix, etc., etc. Je sais que l'on a un groupe important de l'Afrique et l'Union africaine vient de mettre en place une très bonne ressource avec des produits fabriqués en Afrique. Ça s'appelle la plateforme de matériel médical, d'administration de matériel médical. C'est listé sur notre centre d'apprentissage de ressources. Monica, est-ce que je peux répondre à certaines de ces questions en faisant référence au centre d'apprentissage? Oui, tout à fait. Très bien. Alors, je vais partager mon écran si vous le voulez bien. Et on a des questions qui nous arrivent encore via le chat, si tu peux peut-être les regarder. Alors, je vais partager mon ordinateur. Désolé d'avoir également mon courrier électronique. Je crois que vous avez pu voir en ligne le centre de ressources d'apprentissage. Les séries d'oxygène est un de ces éléments. Avec ceci, vous avez accès à toutes les séances antérieures qui ont été faites avec des webinaires enregistrés. Si vous avez raté une séance et vous voulez la voir plus tard, vous pouvez toujours le faire également sur la page Assist International. Si nous allons au point 5 avec les ressources, il y a un vidéo qui contient la plupart des informations dont Jim a parlé, mais on a également des liens avec des ressources clés, y compris orientation pour l'oxygène de l'OMS, de l'UNICEF, de spécificités techniques pour les concentrateurs d'oxygène qui sont repris ici. Vous pouvez réviser ce manuel de l'OMS qui a pas mal d'informations essentielles sur les concentrateurs d'oxygène. Si vous allez à la ressource suivante, ceci est un calculateur d'administration et de demande d'oxygène que l'on peut trouver en ligne. Vous pouvez essentiellement écrire le type d'oxygène à la source que vous avez dans votre centre, que ce soit de l'oxygène liquide ou autre, et estimer combien d'oxygène va être utilisé dans votre centre. L'utilisation de ce calculateur permet de prendre des décisions sur le type d'administration qui pourrait avoir du sens pour nous. Vous pouvez comparer vos besoins aux options de vos fournisseurs pour voir du point de vue des coûts quelle est la meilleure solution. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle COVID-19 et oxygène. Sélectionnez les options du fournisseur. C'est un article très sympa qui a été publié il y a peu. Ces trois types d'oxygène sont considérés comme de l'oxygène en administration pour pouvoir décider ce qui a le plus de sens pour votre centre et la population qui se trouve dans votre district. Il y a d'autres diapositives sur la sécurité des gaz, cylindres à gaz. Comme on l'a bien dit, c'est un danger d'incendie lorsque l'on stocke des éléments qui sont inflammables près de ces bonbonnes à éviter. Une autre question était sur les médicaments essentiels et les machines essentielles. L'OMS a plusieurs ressources en ligne pour ceci. Elle a également un besoin de pousser vers le bas sans pousser trop loin. On peut faire des prévisions, également des catalogues de chaînes d'approvisionnement par urgence. Cette ressource est bien inclue ici. Et il y a également une évaluation de besoins
pour les équipements d'urgence et les médicaments d'urgence à administrer. Quoi d'autre est-ce que nous avons ici? Voici de l'article. Ici, ce lien est la plateforme d'équipements africains, où vous pouvez voir les différentes catégories d'approvisionnement pour l'Afrique, en cliquant sur ce catalogue pour voir si ces produits pourraient avoir une importance pour vos besoins. Je vais en rester là, mais encore une fois, tout ceci se retrouve sur notre plateforme d'apprentissage. Je pense que ça répond à la plupart des questions qui ont été posées. Beaucoup de gens nous demandent de partager ou d'envoyer des courriels avec les liens pour les vidéos et les ressources. Et je crois que la manière la plus facile de pouvoir satisfaire vos besoins, c'est d'aller sur notre page de ressources internationales avec notre centre d'apprentissage où la plupart des matériels sont inclus. Nous pouvons envoyer encore une fois le lien dans le chat box. Et je crois qu'au lieu d'envoyer des emails individuels, ce sera plus facile de faire ceci de cette façon. On a les taux d'oxygène pour les patients également. Le niveau d'oxygène administré dépend des besoins du patient et également de la machine que vous utilisez. Il y a différents niveaux de flux pour une canule nasale par rapport à un masque à oxygène, etc. L'autre point à tenir compte, c'est la perte d'oxygène. C'est une ressource précieuse. Il faut utiliser la machine qui sera la plus adéquate en ce sens. Beaucoup de centres ont développé ce qui s'appelle des comités d'équipement. Si vous avez un groupe d'individus ou deux individus dans votre centre, ce serait peut-être une chose à faire pour déterminer les besoins de votre centre et qu'il voit quelles sont les meilleures ressources et les meilleurs fournisseurs. Merci, Anna. Eh bien, on est 30 minutes au-delà de l'horaire. On a des questions supplémentaires dans le chat, mais je pense que nous devrions conclure ici. Nous aurons accès à ces questions. Nous essaierons de répondre à ces questions dans le courrier électronique de suivi que l'on envoie avec les ressources additionnelles, comme Anna a mentionné sur nos deux sites. Et, Alana, est-ce que tu pourrais partager ceci? Donc, voici. Merci à tous pour cette présentation. Je pensais que ça a été très utile pour tout le monde et ça a apporté pas mal de points de vue différents sur ce que nous avons partagé au cours des dernières semaines. On a un groupe WhatsApp auquel vous pouvez vous joindre. On a un code QR ici. Sinon, envoyez-nous un courriel pour savoir si vous avez des problèmes à l'heure d'y avoir accès. Ceci permettra de continuer avec nos conversations. La plupart des présentateurs sont dans le groupe WhatsApp, ce qui veut dire que si vous avez des questions supplémentaires, utilisez ce système, s'il vous plaît. Utilisez cette plateforme. Je voudrais remercier nos sponsors, UBS, Optimist, Fondation, les différentes philanthropies. On a également une autre séance la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour nous concentrer sur l'évaluation et le suivi par rapport à l'oxygène et les thérapies. Encore une fois, restez en contact, WhatsApp, courriel électronique, nos centres d'apprentissage, via la page de réponse internationale d'assistance, et on aura un courriel de suivi avec tous les enregistrements dans les différentes langues, avec les matériaux de présentation et tous les liens et ressources que nous puissions trouver pourraient être utiles pour tous ceux qui sont ici présents. Encore une fois, merci. Et Chase, je ne sais pas si on a un sondage à la fin de cette présentation. Oui, alors, si vous pouvez, si vous avez quelques minutes,